Ok, donc en tout cas, on est ravis avec Eric de vous accueillir. Bonjour à tous. Pour cette soirée d'atelier découverte sur le Yiking. Alors, donc c'est bien une découverte, c'est pas une formation, hein, donc on fera pas le tour du sujet en 1 heure ou 1 heure et demie. Donc je vais peut-être commencer par te présenter, Eric, Oui. hein. Donc Eric, tu es coach certifié et tu es consultant en accompagnement du changement, donc auprès d'entreprises et d'organisations. Donc hop, il ne faut pas que j'oublie de cliquer sur le bouton. Tu es aussi l'auteur de ce livre, hein, hop, donc, qui s'appelle Les énergies fondamentales du changement, la pensée chinoise du Yiking appliquée à l'entreprise. Hein, donc, alors, t'en fais pas beaucoup la pub, mais vraiment, il gagne à être connu, hein, et à être lu, ce livre. D'autant que la deuxième édition va sortir dans les prochaines semaines. J'en fais pas beaucoup la D'accord. pub, mais la première édition est quasi épuisée. Donc, Ah bah c'est bien, ouais, super, hein, donc un beau succès. Alors, on se connaît depuis à peu près une dizaine d'années, hein, donc on s'était rencontrés autour de Céline, qui est aussi, j'ai vu connecter tout à l'heure, hein, donc, et on s'est rencontrés autour du Yiking, justement, parce que moi, on avait fait ensemble des formations avec Cyril Javary et Pierre Faure, hein. Alors toi, tu t'es formé beaucoup, beaucoup plus que ce que moi je n'ai fait, puisque tu pratiques à titre professionnel également. Donc, tu pratiques, donc c'est-à-dire que tu utilises le Yiking dans ta boîte à outils, si je peux appeler ça comme ça, d'accompagnement. oui. Et également, tu enseignes et tu transmets cet art, hein, donc le Yiking, pour moi, c'est aussi un monument de la pensée chinoise, hein, un peu comme le Feng Shui, les Bazeux et puis la médecine chinoise sont aussi des monuments. Alors, on sait, donc il n'y a pas très longtemps, tu t'es formé au Bazeu Avec toi, et, auprès et de toi. absolument. D'ailleurs, tu m'as fait l'honneur d'un témoignage que vous pouvez retrouver en ligne sur mon site internet, hein. Bon, c'est vrai que voilà, dans les échanges, il y a eu quand même pas mal d'allers-retours enfin, on s'est quand même rendu compte que Bazeu et Yiking étaient quand même deux choses qui étaient intéressantes à croiser. Et voilà, c'est comme ça qu'on a eu l'idée de proposer cet atelier. Donc, atelier découverte, hein, encore une fois. Puis voilà. Peut-être quelques règles du jeu avant de te passer la parole. Donc, on vous invite à poser les questions dans le fil de discussion, donc qui est en bas, hein, si vous connaissez un peu Zoom, hein. Donc, il y a un petit onglet tout en bas qui s'appelle Discussion. Donc voilà, je tenterai de lire et de synthétiser vos questions, et on aura un temps d'échange sur les questions à la fin. Alors je dis bien je tenterai parce que c'est une grande première, hein, en tout cas pour moi, j'ai jamais organisé ce genre de choses, donc j'espère arriver à suivre le rythme. Voilà, et puis donc pour ceux qui veulent aller plus loin dans la découverte du Yiking, on mettra aussi dans le chat à la fin, donc on a prévu de mettre le fichier de présentation des formations que tu organises, hein. Voilà, donc tu nous diras peut-être un mot aussi à la fin. Voilà. J'ai rien oublié, ce qu'on s'était dit, ça va? C'est parfait, C'est c'est parfait. parfait. Eh ben, écoute, Merci Isabelle pour ce. je t'en prie. Donc, est-ce que tout va bien? Vous voyez bien l'écran, du coup? Tout le monde va bien? Ouais. Super. Bah, écoutez, je te laisse, du coup, la parole. À toi, Eric. Eh bien, merci Isabelle pour cette très gentille et très précise introduction. Et puis, bonsoir à tous. Alors, je le répète, Isabelle l'a dit, si jamais vous avez des problèmes de son, etc., n'hésitez pas à couper votre vidéo pour améliorer la bande passante. Logiquement, les choses devraient bien fonctionner, mais si, en tout cas, vous avez un réseau, un réseau un peu moyen chez vous, vous avez toujours cette possibilité de couper votre vidéo pour donner plus de capacité. Voilà. Alors, je voulais rebondir
sur ce que vient de dire Isabelle. Effectivement, au-delà de ce que je fais professionnellement et aussi en termes de transmission et d'utilisation du I Ching, je dis toujours que ma colonne vertébrale est un peu chinoise dans la mesure où je me passionne pour le monde chinois depuis une quarantaine d'années. À travers l'apprentissage de la langue, la pratique du Qigong et puis le I Ching qui s'est présenté sur mon chemin de vie il y a maintenant longtemps. Alors, pourquoi le monde chinois me passionne? Bien surtout, je pense, pour moi en tout cas, c'est parce qu'il permet de faire un pas de côté sur nos façons de penser, sur la façon dont on appréhende nos défis. En chaussant d'autres lunettes, on peut comme ça se doter d'autres clés à la fois philosophiques et éthiques qui nous sont précieuses dans un temps un peu compliqué de transformation profonde qui est le nôtre. Je pense que la plupart des personnes qui sont ici connectées ce soir connaissent les Bazi ou le Feng Shui, en particulier les personnes qui se sont formées auprès d'Isabelle. Donc, vous le savez, le monde chinois ou la culture chinoise nous livre des outils à la fois puissants et complets pour trouver sa place, alors, comme le diraient les Chinois, entre ciel et terre. Des outils un peu complexes, mais en tout cas qui ont encore tout leur sens malgré leur grand âge. Alors, mon propos ce soir, c'est de vous présenter le I Ching, qui est, comme le disait Isabelle il y a quelques minutes, un de ces outils, un des héritages majeurs, je trouve, d'un point de vue universel de ce que peut livrer cette pensée du changement vue par le monde chinois. Ce soir, c'est bien un atelier découverte. Hein. Je ne dirai pas tout, on ne peut pas rentrer dans tous les détails. Et je préfère dire tout de suite qu'à l'issue de l'heure qu'on va passer ensemble ou l'heure et demie qu'on va passer ensemble, vous ne serez pas en capacité forcément de faire un tirage de Yi Ching si tant est que vous l'auriez souhaité. Ça demande un peu plus de temps pour appréhender le sujet. J'espère seulement que vous aurez envie d'en découvrir plus à la fin de ma présentation. Alors, je vais me permettre aussi peut-être en parallèle de couper les micros si vous ne l'avez pas fait, de façon à ce que voilà, on puisse éviter des... bonsoir Jeanne, d'ailleurs, je vois que Jeanne se connecte. Je reconnais une ancienne élève lilloise, donc je te salue au passage. Voilà. Alors, parler de Yi Ching ou parler du changement en général, c'est parler d'énergie. Et ça, pour le monde chinois, c'est la question centrale. Alors, pour les praticiens et praticiennes de Bazi, de Feng Shui ou de médecine traditionnelle ou peut-être même aussi de Qigong, vous connaissez très certainement cette compréhension, cette représentation et cette clé de compréhension de l'énergétique chinoise à travers alors les wuxing qu'on traduit parfois improprement par 5 éléments, mais que je préfère traduire par 5 agirs. Et cette représentation, je ne vais pas la décrire, mais en tout cas, elle est complètement ancrée, et c'est une des spécificités de cette culture chinoise, elle est complètement ancrée dans la compréhension des cycles temporels naturels. Alors, ce n'est pas forcément très évident quand on voit cette représentation en pentagramme, mais vous le savez certainement, avant qu'on appréhende la circulation de l'énergie dans cette vision d'engendrement et de contrôle, la représentation chinoise était celle-ci. Hein, elle était en croix, où là, on voit beaucoup plus nettement le fait que les cinq agirs, donc, qui sont chacun représenté par un élément naturel, font référence aux saisons, mais font référence aussi, j'aurais pu le mettre au temps dans la journée, entre matin, midi, soir et minuit, etc.
Donc, et de même, le printemps, c'est aussi la référence à l'Est, l'été au Sud, l'automne à l'Ouest et l'hiver au Nord. Donc, on a déjà dans cette représentation que vous pratiquez à travers les 5 agirs dans le feng shui, dans les bazeux, cette connexion énergétique avec les cycles du temps et des saisons. Cette analogie, en fait, elle ne sert qu'à une chose, c'est comprendre et représenter ce que les Chinois vont dire l'écoulement du qi, qui est la manifestation d'un principe universel qui est le Tao. Alors, voilà, logiquement, ma petite vidéo aurait dû se déclencher. Je vois qu'elle ne fonctionne pas, mais ça fait partie des aléas du direct, comme on dit, puisqu'on devait voir défiler les 4 saisons sur cet arbre. Voilà, mais donc croyez-moi sur parole, après l'hiver vient le printemps, puis l'été et enfin l'automne. Et finalement, cette respiration naturelle, en l'occurrence des 4 saisons, c'est l'écoulement du qi, dont le principe générateur est le Tao. Alors le Tao, vous le savez, il n'est pas définissable, il n'est pas connaissable, il est indescriptible. Donc voilà, c'est le principe qui fait que les choses se déroulent comme elles se déroulent, et sa manifestation concrète, c'est donc ce que les Chinois appellent le qi, le qi du qigong, le travail du qi tout simplement. Alors, je vois que j'enchaîne les problèmes d'animation vidéo, mais ça n'est pas grave. Cette vision du changement, donc, alors le changement en chinois, c'est Yi, elle se résume par la respiration. Finalement, le qi, c'est aussi une sorte de respiration entre un inspire et un expire, donc entre 2 dynamiques complémentaires qui sont le yin et le yang, donc vous avez naturellement entendu parler. Le yang étant la dynamique d'extériorisation, d'expression, d'expansion, qui s'écrit en chinois. Alors, je ne vais pas faire un cours sur l'écriture chinoise en tant que telle, ce n'est pas le sujet, mais c'est intéressant quand même de redonner quelques accroches, quelques points d'attache. Yang, ça s'écrit littéralement avec l'idée du soleil qui transperce, qui trouve son chemin après la pluie. Donc, on a cette idée de nuages chargés de pluie qui s'écartent avec une clé. Pour ceux qui ont fait du chinois ici, vous connaissez la clé des tertres, mais ça, je ne rentre pas dans les détails. Et puis, yin, c'est un idéogramme avec cette même clé des tertres, mais qui exprime le moment où les nuages se rassemblent. Donc là, on a cette complémentarité du moment où justement la pluie va arriver, les nuages s'amoncellent. Alors là aussi, croyez-moi sur parole, la vidéo montrait cette alternance du soleil et des nuages. Donc, vous pouvez l'imaginer. Quoi qu'il en soit, on est dans cette compréhension énergétique, vous voyez, toujours très ancré sur la perception naturelle des choses, entre cette alternance du soleil et de la pluie. Le yang, je l'ai dit, étant la traduction d'une dynamique d'expression, d'extériorisation, d'expansion, et le yin étant, au contraire, une dynamique de condensation, de rassemblement, d'accueil et de transformation. Les deux ensemble, cette respiration, donc c'est la vie. Nous, on inspire et on expire pour pouvoir vivre. Quand on marche, on avance une jambe droite puis une jambe gauche dans un constant jeu de déséquilibre qui nous font finalement avancer. Eh bien, cette vision du changement à la chinoise, c'est exactement ça aussi, traduit par ces deux polarités complémentaires. Voilà. Alors, ces deux polarités sont représentées. Alors là aussi, c'est une vidéo qui ne se déclenche pas, j'en suis vraiment désolé, mais vous connaissez tous, en tout cas, ce symbole qui est en chinois le Taijitu, mais qu'on a le symbole du Tao, le symbole du Yin-Yang, peu importe le nom qu'on lui donne finalement.
Alors là où c'est un peu dommage que la vidéo ne se lance pas, c'est que la vidéo montrait les petits points, donc blanc et noir, grossir jusqu'à occuper finalement toute la place qui leur est laissée dans leur cercle respectif. Et inverser ainsi la figure. Et c'est une façon aussi de montrer cette dynamique toujours à l'œuvre, jamais statique. Et donc là, pour le coup, elle est statique, mais en tout cas, cette dynamique qui est la représentation même du vivant, qui est cette alternance, cette complémentarité perpétuelle entre yin et yang. Donc, finalement, vous connaissez, si vous pratiquez le feng shui ou même la médecine traditionnelle chinoise, si vous pratiquez des formes de qigong qui font écho aux 5 agir, ou bien si vous pratiquez les bazeux, vous connaissez cette compréhension de la respiration yin-yang à travers donc les 5 agir, cette représentation que j'ai reprise en début de propos. Le Yi Jing, c'est une autre façon, avant tout, c'est une autre façon d'écrire cette respiration, cet écoulement du qi, cette complémentarité du yin et du yang. Donc là, je vous demande d'abandonner finalement pour un petit temps cette lecture en 5 agirs pour rentrer dans cette représentation du changement un peu différente à travers donc l'héritage du Yi Jing. Tout repose, d'un point de vue graphique en tout cas, sur cette convention d'écriture qui représente donc le yang par un trait continu et le yin par un trait discontinu. Alors bien sûr, tout ça est un peu binaire et ce serait un peu simple de dire tantôt yin, tantôt yang. Et donc, on peut approcher avec plus de subtilité le rythme du vivant alors, pardon, je vais un peu trop vite. Donc, voilà l'idée finalement de cette pulsation qui peut représenter l'alternance entre yin et yang. Il faut imaginer finalement à l'image de ce Taiji-Tu qui se renverse perpétuellement. Donc, le trait yin qui accueille le yang pour arriver à la culmination du yang. Et puis, après la culmination du yang, et bien finalement, on rentre dans le temps suivant qui vient accueillir le yin qui revient. Et voilà, on a cette respiration. J'aime bien le terme, je ne trouve pas de synonyme plus adapté. En tout cas, cette alternance perpétuelle entre les deux principes. Mais comme je vous le disais, finalement, une représentation en blanc ou noir ou entre 0 ou 1, si on reprend un système binaire, c'est un peu basique. Donc, on peut affiner cette compréhension du rythme du vivant et c'est ce que nous propose donc, en particulier le Yi Jing. D'abord, en gérant, entre guillemets, les phases intermédiaires en les décrivant avec deux traits plutôt qu'un. Donc, on peut ainsi aller du plein yin, ici à gauche, donc 2 traits yin, donc on va du plein yin au plein yang, et on peut représenter les étapes intermédiaires, donc sous forme de bigrammes. Alors, c'est intéressant parce que finalement, on peut refaire un lien avec le temps et l'espace. Le plein yin, comme on peut l'avoir quand on évoque l'eau dans les 5 agirs, c'est la référence, bien sûr, au ralentissement maximum, donc à l'hiver ou à minuit. Le plein yang, l'été, et midi, le zénith, hein, donc c'est l'expansivité maximale. Et puis, le retour du yang. Alors après la culmination du yin, on a le retour du yang, ça correspond au matin ou au printemps. Et puis après la culmination du yang, on a le retour du yin qui correspond naturellement à l'automne et au soir. Donc là, on retrouve et on peut faire le lien de ce point de vue-là avec Alors la terre est mise de côté pour l'instant, mais en tout cas, on retrouve le bois, le feu, le métal et l'eau.
ce système, puisqu'il s'agit réellement d'un système au-delà du jeu graphique, on peut le raffiner encore, en particulier en utilisant cette fois-ci non plus 2, mais 8 figures composées chacune de 3 traits. Donc là aussi, on peut aller du plein yin au plein yang, mais cette fois-ci, vous le voyez un peu mathématiquement, on a plus de subtilité dans la compréhension de cette transformation, de cette complémentarité, de ce jeu entre yin et yang. C'est ce qu'on appelle les trigrammes. Alors, ça fait référence, bien sûr, aux 3 traits. Alors, ces trigrammes, là aussi, j'ai cumulé quelques images. On les connaît partout. On les retrouve en tant que motifs décoratifs. On les retrouve, pour ceux et celles qui font du feng shui, vous les retrouvez naturellement sur les luopan. Donc, sont aussi un outil de travail, dirais-je, pour le feng shui. On les retrouve y compris jusque sur le drapeau coréen. Donc ces trigrammes sont aussi finalement une symbolique extrêmement puissante pour traduire de façon aisée, puisque 8 trigrammes, ce n'est pas un nombre trop considérable à appréhender, mais pour comprendre de façon aisée cette respiration yin-yang. Ils sont chacun de ces trigrammes. Alors, je ne vais pas non plus rentrer dans le détail des valeurs de ces trigrammes, parce qu'on n'a pas le temps pour ce soir, mais ils sont représentés par, ou associés plus exactement, à ce qu'on appelle une image naturelle. Alors, le trigramme est une figure énergétique. L'image naturelle, ça n'est pas le trigramme, c'est comme un totem pour donner une idée de l'énergie qui est derrière le trigramme. Donc, on va retrouver en particulier la lumière, le ciel pour le plein yang. Alors là, je m'arrête juste un instant, puisque voilà, c'est là où on retrouve cette connexion avec le yang est lié au ciel. Et ça, vous le savez si vous êtes déjà familier avec la culture chinoise, puisque c'est quelque chose qu'on retrouve partout et pas seulement dans le I Ching. On y retrouve également la foudre ou le tonnerre, la brume, l'eau, la terre, le vent et la montagne. Ce sont bien des totems qui sont propres à chacun des trigrammes. C'est-à-dire que lorsque l'on parle de l'eau, par exemple, avec les 5 agirs, il y a des subtilités entre l'eau qui représente le trigramme Kan et l'eau des 5 agirs. Voilà. Donc, si un jour vous travaillez le Yi Jing, vous en découvrirez les subtilités, mais fondamentalement, on retrouve quand même de nombreux traits communs à ces dimensions des images naturelles. Là aussi, parce que vous êtes déjà, a priori, des connaisseurs de cet environnement-là, il y a peut-être des choses qui vont vous parler. En particulier, les trigrammes servent de base à la compréhension et à la définition de ce qu'on appelle le ciel antérieur, Tien Tien, et le ciel postérieur, Ru Tien, ou l'ordre du roi Wen pour le ciel postérieur et l'ordre de Fuxi pour le ciel antérieur. Donc là aussi, je ne rentre pas dans le détail, l'explicitation de ces 2 représentations, mais en tout cas, si en particulier en feng shui ou en médecine, vous travaillez avec les trigrammes, voilà d'où ça vient. Et s'il y a des questions, comme le disait Isabelle, je vous propose de poser vos questions dans le fil de discussion, et on gardera un temps en fin d'échange pour y revenir. Alors là aussi,
je prends quand même 30 secondes pour vous proposer cette vue qui vous permet de faire le lien, là pour le coup, entre la tradition du Yi Jing, en particulier ici c'est le ciel postérieur qui est représenté, et le lien qu'on peut faire avec les éléments des 5 agirs. Là pour le coup, il y a le système de correspondance qui vous est proposé, puisque là, ça peut vous parler dans votre pratique. Donc, vous voyez, en l'occurrence, dans il faut considérer ça comme presque une table de correspondance, finalement. Le métal, tel qu'on le définit dans les 5 agirs, renvoie à ces 2 trigrammes, donc Tien et Twei. Donc avec finalement une dimension métal-yang et métal-yin. La Terre, ici, dans l'ellipse centrale, donc la Terre Gen, qui est la montagne, donc une Terre yang, et puis la Terre Kun, qui est une Terre yin. Et puis le bois, donc sur la gauche, l'ellipse à gauche, qui est soit du bois yin avec Shun, le trigramme Shun, soit du bois yang avec le trigramme Chen, enfin, qui est totémisé par le tonnerre. Et puis, eau et feu ont chacun, finalement, ne sont représentés que par un trigramme. Je vous disais tout à l'heure, finalement, on retrouve des symboliques très proches, même si elles ne sont pas tout à fait superposables à 100%. Voilà. Une fois de plus, si dans votre pratique Bazi, Feng Shui ou peut-être Qigong, vous souhaitez un jour faire des passerelles avec les trigrammes, voilà la table avec laquelle vous pouvez construire vos correspondances. Alors, vous verrez pourquoi cette correspondance n'est pas immédiate ou complètement transparente. C'est essentiellement pour des raisons historiques, mais je vais y revenir un petit peu plus tard. Et puis finalement, donc là, nous étions sur les figures d'abord à 2 traits, puis à 3 traits, et finalement, le Yi Jing, et je dirais c'est presque l'essentiel, nous livre un système de représentation de cet écoulement du Qi par des figures à 6 traits, alors qu'on traduit du coup en hexagramme, donc hexa comme 6. Donc 64 figures, c'est une combinatoire qui fait que on a donc soit il y avait les 50 nuances de degrés, eh bien il y a les 64 nuances du Qi finalement à travers les 64 hexagrammes. Alors là aussi, la vidéo sur le côté gauche devait successivement montrer chacun des hexagrammes, mais ça n'est pas essentiel pour notre propos ce soir. Alors, on a donc un système de 64 hexagrammes qui est un véritable langage du changement, finalement, en 64 figures. Alors, quelques exemples. Je ne vais pas, bien naturellement, vous parler des 64 figures ce soir, mais pour vous donner à voir finalement dans 3 couples de complémentaires à quoi ça peut faire écho. Alors, les hexagrammes sont numérotés. Là aussi, je ne rentre pas sur les détails de la numérotation des hexagrammes et l'ordre traditionnel des hexagrammes. En tout cas, les 2 premiers sont d'une part le plein yang, Tien, on peut traduire par le créatif, et puis le 2e hexagramme dans l'ordre traditionnel, c'est le plein yin, Kun, qu'on peut traduire par le réceptif. Qu'est-ce que nous dit le créatif? En fait, il nous parle de la capacité pour chacun à domestiquer sa force yang, c'est-à-dire sa capacité créative, mais aussi sa puissance, sa volonté d'extériorisation, d'expansion. Donc, c'est le bon usage de la force intérieure. On pourrait presque le résumer ainsi. Le réceptif, Kun, donc plein yin, nous évoque donc une posture yin, et lui, c'est aussi une question d'apprentissage finalement, mais d'apprentissage de
la capacité à recevoir, à transformer, à accueillir, sans se laisser justement, comment dire, sans se laisser emporter par tout ce qui pourrait venir nous surcharger, nous perdre. C'est-à-dire que la pleine réceptivité sans un minimum d'axe intérieur ne mène à rien. Hein, c'est l'inertie totale finalement. Donc c'est cet apprentissage de la capacité à transformer sans tomber dans le piège d'une inertie ou d'une indolence complète, de même que le créatif, c'est, comme je le disais, la domestication de sa capacité créative sans tomber dans le piège de la toute-puissance ou de la violence, en particulier pour ce qui nous entoure. Deux autres figures, alors là en l'occurrence qui correspondent dans l'ordre traditionnel à la 11e et la 12e figure, donc à chaque fois elles sont présentées dans un ordre ou d'opposition ou de complémentarité, enfin il y a une logique dans la présentation de ces figures. En tout cas, la fluidité printanière, l'hexagramme 11, nous évoque une dynamique de l'ordre du yang, puisqu'on voit les 3 premiers traits yang qui remontent et qui viennent rencontrer finalement les 3 traits yin supérieurs dans une logique de compénétration, de fertilisation. Hein, c'est le yang créatif qui vient rencontrer une capacité à accueillir et à transformer. Et ça évoque, et c'est d'ailleurs la traduction du nom chinois de cet hexagramme, ça évoque ce moment d'explosion de la végétation, en particulier. Alors, on peut faire référence certains hexagrammes peuvent faire référence au calendrier, à des moments clés du calendrier. L'hexagramme 11 fait référence à l'équinoxe de printemps, donc le 21 mars, où on est dans ce moment où finalement la lumière est en train de gagner sur les ténèbres, où la sève commence à apporter tous ces effets, où les feuilles débourrent, c'est la photo, etc. Donc vous voyez, on est emporté dans cette énergie yang qui vient irriguer finalement une capacité à donner vie à quelque chose. Et puis, la complémentarité, bien, vous l'avez compris, ça correspond plutôt au 21 septembre, l'équinoxe d'automne, où là, cette fois-ci, on a cette dynamique du yin qui vient rencontrer la dynamique du yang, donc on est dans un ralentissement, hein, puisque le yin, c'est cette intériorisation, c'est cette condensation, c'est cette transformation, donc on est dans ce moment où finalement on est encore un peu sur la vitesse acquise de l'été, hein, il fait encore chaud, les journées peuvent être encore malgré tout assez agréables, mais on sait quand même que voilà, progressivement, c'est la fraîcheur et l'obscurité du yin qui est en train de gagner progressivement l'énergie du yang. Voilà, donc ça nous parle de couplage et de découplage. Et enfin, pour un autre exemple, pour terminer ces 3 binômes qui sont peut-être les plus emblématiques, mais les 2 derniers hexagrammes du Yi Jing nous parlent d'ordre et désordre. L'un, alors je ne rentre pas dans le détail de pourquoi il s'appelle comme ça, mais en tout cas, l'un nous parle de l'ordre, puisque aux places impaires, c'est-à-dire yang, on a des traits yang, aux places paires, c'est-à-dire yin, on a des traits yin. Donc finalement, on a, avec des guillemets, la bonne énergie à chacun des traits. Et donc, ça nous évoque une situation d'ordre, puisque l'énergie de chaque niveau est l'énergie attendue. Cette idée d'un mur bien rangé, bien bâti et en équilibre. Et puis, là aussi, complémentarité oblige.
le dernier dans l'ordre du Yi Jing, c'est justement l'inverse, c'est-à-dire à chacune des places, on a l'autre énergie que celle qui serait attendue, mais ça fait aussi partie de la vie. La vie, c'est aussi du désordre, donc on est dans une situation finalement de désordre maximal où tout est à faire, tout est à bâtir, tout est à reconstruire pour retrouver un sens et un ordre. Voilà. Donc, c'est assez savoureux de se dire que finalement, vous voyez, si on avait un ouvrage grec, probablement qu'on terminerait par un parachèvement et par un ordre parfait à la conclusion de l'ouvrage. Eh bien, dans la pensée chinoise et dans le Yi Jing en particulier, on termine le cycle par l'évocation du désordre où certes peut-être tout reste à faire, mais du coup c'est la porte ouverte à tous les possibles. Et c'est une façon de bien résumer peut-être la différence entre le monde occidental, en tout cas le monde grec, le monde du plan, du modèle et de la recherche de l'absolu et de la vérité, avec le monde chinois du pragmatisme, où on sait qu'après l'ordre revient nécessairement le désordre et un moment où il faut repartir sur un nouveau cycle. Voilà. Alors, on a ces 64 figures, je vous en ai donné quelques exemples. Et puis surtout, le Yi Jing, hein, c'est aussi un texte. Finalement, alors là, bon, ici, c'est bon, il y a un facsimilé d'un Yi Jing antique sur lamelle de bambou, mais surtout, il y a l'image d'un ouvrage tel qu'on peut l'ouvrir aujourd'hui, une traduction du Yi Jing. Il faut considérer que au-delà des figures en traits continus et discontinus, donc les hexagrammes, chaque hexagramme a un nom et chaque hexagramme est comment dire, accompagné d'un texte qui est un peu comme un mode d'emploi ou comme un mémo pour retenir finalement le sens à la fois général de la figure et le sens de la compréhension qu'on peut avoir de chacun des traits. Donc le Yi Jing, c'est des figures, les hexagrammes, c'est le texte qui les accompagne avec le nom de chaque hexagramme. Tout ça apportant du sens. Donc on peut avoir une lecture des hexagrammes purement énergétiques avec l'habitude de se dire, mais finalement, si j'ai du yang à tel niveau ou du yin à tel niveau, voilà ce que ça... Ou si je peux lire 2 trigrammes qui se superposent, voilà les messages finalement que je peux inférer. Mais on a aussi ce texte qui nous est livré par la tradition. Alors, comme c'est un texte ancien, il n'est pas forcément d'un abord très facile, mais en tout cas, c'est un aide-mémoire pour comprendre la portée de chacune des figures. Et puis, on a aussi, en plus de cela, ce qu'on appelle les commentaires, enfin, les commentaires qu'on appelle les 10 ailes, donc 10 chapitres de commentaires qui ont une portée plutôt philosophique, qui ne sont pas liés naturellement à un hexagramme en particulier et l'un après l'autre, mais qui sont des textes d'une portée oui, plus générale et plus philosophique. Certains de ces commentaires étant plutôt de l'école taoïste, c'est pour ça que j'avais repris l'illustration de Lao Tzu sur son buffle, d'autres commentaires étant plutôt l'héritage d'une lecture confucéenne. Et donc là, à droite, vous avez un portrait traditionnel de Confucius. Sachant que le Yi Jing, on voit parfois passer des ouvrages ou des communications sur le Yi Jing taoïste, le Yi Jing confucéen. En fait, le Yi Jing, il est d'abord chinois. Et puis, si vous connaissez bien la mentalité chinoise, y compris encore aujourd'hui, c'est une pensée... c'est une pensée extrêmement syncrétiste. On peut pas dissocier naturellement le taoïsme du confucianisme. Il y a la pensée chinoise, il y a des courants, mais tout ça se complète, s'interpénètre et finalement, ces différentes écoles de pensée éclairent toujours le même sujet, nous parlent toujours à peu près des mêmes choses avec effectivement peut-être des postures, le taoïsme un peu plus sur une question, sur des questions
j'allais dire métaphysique, mais le terme n'est pas vraiment adapté à la pensée chinoise, en tout cas plus principielle, et les lectures confucéennes plutôt de l'ordre de la morale sociale et de l'éthique, mais au-delà de ça, elle parle bien des mêmes sujets. Du coup, on en trouve, alors bien sûr, il y a le texte chinois, et puis dans l'environnement francophone, on trouve pléthore de traductions, certaines traductions étant uniquement sur le texte qui accompagne chacune des figures, d'autres traductions étant à la fois donc, sur cette partie figure et texte d'accompagnement, et aussi les commentaires. Alors là, j'ai fait une photo de quelques livres personnels. J'ai même pas, parce que sinon c'était trop, je pouvais pas plus faire la photo. J'ai même pas mis la totalité de ma collection, mais pour vous dire qu'on en trouve pléthore. Il y en a d'autres d'ailleurs très bons qui sont pas sur la photo, et si jamais par exemple Dominique Bompé voit cette photo, qu'elle ne se sente pas vexée que je n'ai pas mis le Yi-Jing pour les nuls, qui n'est pas le plus mauvais ouvrage du genre. Voilà. Donc en conclusion, c'est le plus ancien, le Yi-Jing, c'est le plus ancien des classiques chinois. Il irrigue la pensée chinoise depuis 3000 ans, ça on va y venir, et finalement c'est peut-être le point le plus important, c'est un ouvrage universel parce qu'il nous parle d'énergie et que l'énergie est naturellement universelle et unique en son genre parce que vous le comprenez, cette représentation de l'énergie en figure, bon, ce système binaire finalement de traits continus et discontinus, ça, c'est quelque chose qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans aucune autre culture. Alors, c'est important quand même d'avoir quelques points de lecture historiques. Alors là aussi, je vais aller très vite sur le sujet, mais là aussi parce que la plupart d'entre vous connaissez les Bazi et le Feng Shui et peut-être aussi la médecine chinoise, c'est important de replacer les choses dans leur contexte. Voilà, donc je vais peut-être passer rapidement quelques vues, puisque je vois qu'il est déjà 7h15, mais c'est quand même fondamental à mes yeux. Tout naît de pratiques chamaniques, plutôt du chamanisme sibérien qui a bien sûr rayonné dans ce qu'est aujourd'hui la Chine du Nord. Donc le Yi-Jing naît de pratiques chamaniques. On a dans cette Chine du Nord, la Chine du bassin du fleuve Jaune, c'est la dynastie des Xia d'abord la plus ancienne. Alors il y a eu des culture paléolithique avant, naturellement, et néolithique, mais en tout cas, les plus anciennes dynasties attestées, plus ou moins légendaires, en tout cas pour les Xia, ça correspond à ce secteur-là, donc on est vraiment dans la boucle du fleuve Jaune. Et puis les Shang, ici on est sur un territoire beaucoup plus élargi, mais dans cette région-là. C'est là, en Chine du Nord, qu'est née la pensée chinoise et le Yi-Jing. Il y a eu d'autres choses en Chine du Sud, mais bon, là, c'est pas le sujet de ce soir. Donc, comment sont nés à la fois la compréhension du changement et ce système d'écriture? Eh bien, ces pratiques japaniques, donc des devins, faisaient des offrandes, comme là un peu partout sur la planète, et finalement en faisant des offrandes, en faisant cuire des aliments pour les ancêtres, dans des fins propitiatoires, eh bien, ils se sont aperçus qu'en faisant cuire d'une certaine façon et avec la température adaptée, etc., les os craquelaient. Et bon, ça arrive partout, mais là où on peut parler d'innovation, entre guillemets, chinoise, c'est que les devins à l'époque ont considéré que ces craquelures, c'était un peu la réponse alors, de quoi? Des ancêtres, du souverain d'en haut, des génies. Alors ça, c'est difficile de savoir au début, en tout cas, ce à quoi ils ont pensé. En tout cas, il y avait une communication qui s'établissait entre les hommes et quelque chose qui les dépassait. Et ce système de craquelure, ils ont fait système de la compréhension de ces craquelures en se disant, mais finalement, on a fait
un rite sacrificiel à un moment donné, on a eu telle craquelure, ça s'est plutôt bien passé, donc on peut considérer que cette craquelure, c'était plutôt quelque chose de positif, ou au contraire, ça s'est mal passé, on a perdu la guerre, ou la reine a donné naissance à une fille plutôt qu'à un garçon, donc cette craquelure, c'était plutôt négatif. Vous voyez un peu l'idée, enfin voilà, on pense que ça s'est mis en place comme ça. Alors, c'est d'autant plus intéressant que ce système, puisque une fois de plus, c'en est un, a très vite nécessité de pouvoir noter les questions, archiver les réponses pour y revenir. Et donc, c'est aussi l'origine de l'écriture chinoise. Et donc, autant dans le monde mésopotamien ou égyptien, l'écriture est née essentiellement pour des raisons administratives, hein, de collecte des impôts, de mesure des récoltes, etc. Autant dans le monde chinois, l'écriture, elle est née de pratiques divinatoires. Alors, ce système s'est raffiné, il a fallu des centaines et des centaines, peut-être même des milliers d'années finalement, pour arriver à sinon une science, au moins un art, hein, de codification, donc jusqu'à ce que finalement il y ait non plus un système de craquelure qui soit utilisé, mais un système numérologique. Et donc, ce système numérologique, c'était une façon de coder les craquelures possibles. Et dès lors que le système numérologique a été inventé, il a été possible d'accéder au nombre, non plus en craquelant des os ou des carapaces de tortue, comme c'était fait précédemment, mais en manipulant, en l'occurrence en manipulant un jeu de baguettes d'Aquilée, mais peu importe, je dirais, la nature des baguettes, et ce qui a à la fois simplifié le processus de divination, mais qui aussi permettait finalement de retrouver. Il faut imaginer un système de codification qui permet de retrouver toute une bibliothèque, un archivage de tirages précédents et avec tout le flux de l'histoire qui nous permet de comprendre le sens de chacun de ces tirages. Et finalement, ce système de codification numérologique, avec des chiffres, donc en l'occurrence 6, 7, 8, 9, eh bien, a abouti, c'est la strate suivante, à une simplification pour un système de traits continu ou discontinu. Donc, il faut bien imaginer qu'aujourd'hui, quand on représente un hexagramme avec nos traits continus, discontinus, c'est comme si on écrivait une suite de chiffres, c'est comme si cette suite de chiffres nous permettait de retrouver des centaines ou des dizaines de milliers de carapaces de tortues ou d'os qui ont servi à des divinations et dont l'expérience montre que le sens de ces divinations, avec le recul, peut donner telle ou telle interprétation. Alors, je parle de divination parce qu'à l'époque où le système a émergé, on était dans des pratiques divinatoires, on est bien d'accord que le I Ching aujourd'hui n'est pas de la divination, hein. Il ne s'agit pas de prédire l'avenir, il s'agit finalement de comprendre l'énergie d'une situation. On n'est plus du tout dans cette logique d'origine de la divination. C'est là aussi la deuxième innovation chinoise par rapport à cette pratique. Alors, quelques éléments historiques pour terminer. Finalement, vous voyez les premières dynasties chinoises, c'est moins 2300 jusqu'à moins 1100. La dynastie des Zhou émerge en moins 1100. Avec la dynastie des Zhou, on a la strate du I Ching la plus ancienne qu'on connaisse aujourd'hui encore. Il y avait des textes antérieurs, mais en tout cas, le I Ching, donc le nom et le texte des figures qu'on connaît, datent de cette époque-là. L'écriture est née un peu avant. Alors là aussi, si vous faites des bazeux, le système d'écriture du temps avec les troncs et les branches
existait du temps des Shang déjà, hein, donc on est à peu près à la même période. Et puis, donc la dynastie des Zhou va durer très très longtemps, mais au moment des royaumes combattants, donc en 4e, 5e siècle, donc après Confucius hein, quand même, on voit émerger la pensée cosmologique. Toute la pensée qui va être à l'origine de la médecine chinoise, la pensée des 5 agirs, donc les 5 éléments, les commentaires du Yi Jing, tout ça, finalement la cristallisation de ce qui va devenir le taoïsme, tout ça, c'est à cette période-là. C'est au moment des royaumes combattants. Donc, ce qui explique pourquoi, je vous avais dit tout à l'heure, vous verrez pourquoi la correspondance entre les trigrammes et les 5 agirs demande une petite gymnastique qui n'est pas immédiate. Pourquoi? Parce qu'on est dans des systèmes qui se sont élaborés dans des périodes tout à fait différentes. Il s'est écoulé 7 siècles entre les deux. Mais néanmoins, on est toujours dans quelque chose qui fait système malgré tout. Et puis, pour rester sur le Yi Jing, pour revenir sur le Yi Jing, le texte tel qu'on le connaît, donc la présentation des hexagrammes, le texte qui les décrit, et ainsi que les commentaires, tout ça s'est stabilisé pendant la dynastie des Han. Donc les Han, c'est moins 200, plus 200, hein, on est autour de l'ère chrétienne. Et depuis, il a été canonisé, c'est là qu'il est devenu un classique, Jing, donc Yi Jing, le classique du changement. Et c'est avec ça qu'on vit, j'allais dire, depuis. Ça a été un des 5 classiques donc, qui a servi à former l'élite intellectuelle, puisque tous les mandarins avaient à apprendre par cœur hein, un certain nombre d'ouvrages classiques, et pas que les 5 classiques, mais notamment ceux-là. Donc, toute l'élite intellectuelle chinoise, jusqu'à la chute de l'Empire, connaissait le Yi Jing, utilisait le Yi Jing. Donc, on est vraiment au cœur de la pensée intellectuelle chinoise depuis lors, hein, donc finalement depuis 3000 ans. Si vous avez eu l'occasion d'aller en Chine, vous connaissez peut-être en particulier dans les temples taoïstes ce qu'on appelle le Yi Jing du marché, où là, on est vraiment là dans une espèce de pratique divinatoire un peu rigolote, mais où on agite un pot avec des lamelles sur lequel sont écrits des textes ou éventuellement des numéros, mais peu importe. On fait tomber une lamelle et puis on a un prêtre qui, moyennant finance, vous dit la bonne aventure. Donc, voilà, c'est pas tout à fait le Yi Jing tel qu'on l'entend, mais enfin, on a aussi cette pratique-là qui existe dans le monde chinois. Et puis, le Yi Jing, c'est un ouvrage de stratégie. Donc, il est aussi encore enseigné. Il y a des passerelles qui sont faites, en particulier en école de management, sur voilà, donc, pour vous dire que le Yi Jing n'est pas mort, il est encore tout à fait identifié. Je dirais même qu'il renaît un peu de ses cendres en Chine. Après la révolution culturelle et les errements des années 70, la Chine se remobilise et redore finalement son héritage intellectuel. Le Yi Jing fait partie de cela. En Occident, là aussi je vais très très vite, le Yi Jing il a été apporté par les jésuites, par un certain nombre de traducteurs, en particulier c'est le portrait à droite, Wilhelm, un Allemand, dont la traduction du chinois à l'allemand a ensuite été retraduite en anglais et en français au XXe siècle. Donc il a joué un rôle très important dans la diffusion du Yi Jing dans le monde occidental, et en particulier Wilhelm était un ami de Jung, et vous savez que le Yi Jing a beaucoup compté aussi pour Carl Gustav Jung, puisqu'il connaissait très bien, il l'utilisait, et donc il a même développer le concept de synchronicité pour évoquer pour évoquer ce qui se passait quand on utilisait le Yi Jing. Donc voilà, le Yi Jing est aussi un monument de la pensée psychanalytique, en particulier jungienne. Donc l'héritage du Yi Jing est très très vivant en Chine naturellement, mais aussi en Occident pour les Jungiens. Alors, très vite, comment on fait pour utiliser le Yi Jing, puisque je vous ai dit, ce n'est pas de la divination, alors c'est quoi?
Alors, il y a donc une phrase qui nous dit au repos, l'être accompli contemple le I Ching. Donc, le I Ching, en particulier dans ses commentaires, on peut l'utiliser comme un ouvrage philosophique. C'est le premier ouvrage qui nous parle de yin-yang, par exemple. Donc, voilà, il a aussi une portée philosophique, mais également, dans l'action, l'être accompli interroge le I Ching. Alors, que faire pour interroger le I Ching? Donc, le I Ching n'est pas divinatoire, j'insiste lourdement. Le I Ching nous permet de comprendre l'énergie dans laquelle on est par rapport à une problématique que l'on rencontre. Et il nous invite à nous poser les bonnes questions. C'est d'une certaine façon un outil d'auto-coaching qui nous renvoie notre énergie par rapport à la situation. Comment fait-on? On pose une question. On pratique ce qu'on appelle un tirage. Alors, le terme est même impropre. Les Chinois parlent de calculer le I Ching. Alors, on peut utiliser les baguettes d'Aquilée comme les faisaient les ancêtres. On peut manipuler des pièces de monnaie. Et en tout cas, la façon dont on fait le tirage nous permet de construire une figure énergétique, un des 64 hexagrammes. Et Et ensuite, on procède à la compréhension, la lecture de ces hexagrammes. Alors, je vais aller vite parce que j'ai l'œil sur la montre et je veux garder du temps pour vos questions. Donc, on pose une question, justement. Donc, il y a une pratique soit de manipulation de baguettes, soit de jet de pièces qui permet de faire écho de faire écho, ça je passerai, de faire écho à la dynamique du yin ou du yang. Donc voilà, il y a on réaccède finalement à la symbolique numérologique qui nous a été léguée par la tradition chinoise, avec soit des jeux, enfin du plein yin ou du plein yang, et puis du prêt à muter dans la dynamique complémentaire, soit du jeune yin ou du jeune yang. Et puis, on trace une figure avec un trait qui peut être mutant ou pas. Alors là, je prends juste un exemple d'un tirage historique de Jung avec sa question et le tirage qu'il a fait. Et finalement, vous voyez ici, il a tiré donc un trait yin, un trait yang mutant, prêt à muter en yin, et puis un autre, et un trait yang, non mutant, un trait yin, un trait yang. Donc, quand on a un tirage, on a comme ça un jeu de deux figures, éventuellement une seule si on n'a pas de trait mutant, mais en tout cas, la plupart du temps, on a quand même une ou deux mutations. Et donc, on a finalement une figure qui nous décrit l'énergie de la situation. Elle a un nom, elle a un texte qui l'accompagne. Et puis, on a un hexagramme muté qui est la figure qui émerge quand on fait muter les traits mutants. Voilà. Donc, deux figures qui nous permettent d'appréhender notre énergie. Donc, lire un tirage, ça veut dire quoi? Ça veut dire comprendre la figure, ce qu'elle peut, les messages qu'elle peut nous faire passer finalement d'un point de vue graphique. Et puis, on s'appuie aussi sur le texte, le I Ching, pour comprendre la portée de ces figures, de ces traits mutants. Alors, il y a toute une boîte à outils pour analyser la figure. Là aussi, je passe très vite. En tout cas, pour vous dire qu'il y a voilà, plusieurs grilles de lecture qu'on peut appliquer. Chaque trait a un sens. Donc, chaque trait, selon qu'il mute ou pas, peut nous donner un certain nombre d'indications ou matière à réflexion. On peut lire les figures de 6 traits comme la superposition de 2 trigrammes, donc de 2 figures à 3 traits. Là aussi, ça nous donne un certain nombre d'indications. On peut également lire les figures de 6 traits comme la superposition de 2 bigrammes au niveau terre-homme-ciel. Donc là aussi, ça vient enrichir notre lecture. Enfin, je ne rentre pas dans tous les détails, mais tout ça pour vous dire qu'il y a matière à réfléchir, à peser, et puis ensuite on s'appuie naturellement sur le texte du I Ching qui est, comme je vous le disais tout à l'heure, un peu comme un mode d'emploi ou un mémo finalement pour chaque figure. Et tout ça nous permet finalement d'avancer dans notre réflexion sur moi par rapport au sujet pour lequel j'ai fait un tirage. Qu'est-ce que m'apportent toutes ces informations? Qu'est-ce que je décide d'en faire?
et comment je prends ma décision. Donc, vous voyez bien que le processus n'a rien de divinatoire. C'est un processus d'alignement personnel, de prise de recul et finalement qui vient nous préparer à notre prise de décision, mais pour laquelle on reste complètement autonome. Ça, j'insiste beaucoup sur ce point. Et donc, pour terminer, vous l'avez vu, le propos, et j'aime bien ce terme chinois, hein, c'est prendre sa place entre ciel et terre. Donc, si on résumait, alors de façon un peu brutale, mais finalement, je pense que c'est quand même très parlant pour vous qui connaissez certainement d'autres pratiques énergétiques. On pourrait presque dire que le feng shui, c'est l'outil ou le système qui permet de comprendre ce qui se passe au niveau de la Terre. Le Bazi, c'est le système qui permet de comprendre finalement l'empreinte énergétique qui nous vient du ciel. Et puis ben, le I Ching, c'est le système qui permet à l'homme d'agir au mieux de l'ordre des choses, puisque c'est tout le propos chinois, hein, au mieux de l'ordre des choses, donc entre ciel et terre. Voilà pour ce que je voulais vous dire sur le I Ching. Alors, pour aller plus loin, si vous en avez envie, moi, j'ai tout un tas d'activités, mais là, j'avais repris mon programme de l'année prochaine. Mais si vous êtes d'accord, je reprendrai la base de mailing et puis je vous enverrai ce programme si ça vous intéresse. J'ai des activités en présentiel. Je suis à Lille, bon, mais j'ai aussi des activités en distanciel. D'une part, et puis une petite bibliographie. Alors, Isabelle m'a fait l'amitié de rappeler que j'avais édité un livre alors, qui est orienté pour l'entreprise, mais qui est essentiellement construit sur l'énergétique des trigrammes. Donc, si les trigrammes vous intéressent, même si vous n'êtes pas consultant en entreprise, vous pouvez trouver énormément de matière. Je fais mon autopromotion. Vous pouvez quand même trouver beaucoup de matière sur les trigrammes, rentrer dans l'énergie des trigrammes, indépendamment des outils que j'ai développés pour la facilitation collective. Et puis, une petite bibliographie. Alors, comme il y aura un replay, vous la retrouverez dans l'enregistrement. Donc, deux conseils de lecture sur l'objet culturel Yi Ching en tant que tel, son histoire. Donc, soit un livre de poche, Les rouages du Yi Ching, très facile, enfin très rapide à lire, soit Le discours de la tortue. Les deux sont de Cyril Javary. Le discours de la tortue fait 600 pages. Donc, c'est plutôt pour les mordus, mais les deux sont passionnants, mais voilà, vous en avez pour tous les goûts. Alors, vous l'avez vu, les Yi Ching traduits en français, il y en a beaucoup. Si vous voulez utiliser un Yi Ching, notamment dans une logique de tirage de Yi Ching, les deux que je vous recommanderais sont ces deux-là. Donc, Pierre Fort, le classique des mutations aux belles lettres, qui est le plus récent finalement. Alors, un nouveau Yi Ching vient de sortir la semaine dernière, mais je ne l'ai pas lu encore, donc j'en parle pas, parce que je ne sais pas ce qu'il vaut. Mais pour vous dire que le sujet n'est jamais épuisé. En tout cas, celui-là, il est tout à fait passionnant et construit avec une rigueur et une clarté de traduction tout à fait remarquable. Et puis, plus ancien, puisque c'est un ouvrage qui a une vingtaine d'années maintenant, mais le Yi Ching, le classique du changement, chez Albin Michel, donc Cyril Javary et Pierre Fort, qui a la brique rouge, voilà, il y a la brique bleue et la brique rouge, qui est très bien aussi, qui a le mérite d'avoir le texte chinois, ce qui est une petite frustration dans l'ouvrage de Pierre Fort, parce qu'il n'y a pas le texte chinois. Mais voilà. Mais qui, en tout cas, sont deux ouvrages qui sont d'abord rigoureux dans leur traduction et dans leurs commentaires et qui permettent quand même d'être relativement autonomes dans la lecture qu'on peut faire soi-même de ses propres tirages et qui ne demandent pas d'avoir suivi une dizaine d'années de travail personnel avant de se lancer. Alors, j'en ai oublié un, j'en suis vraiment désolé, je m'en suis rendu compte tout à l'heure. Il y a le Yi Ching pour les nuls de Dominique Bompé, je l'ai déjà cité tout à l'heure. Il est dans la collection pour les nuls, qui est très facile d'accès, c'est le propos de la collection, et qui est, il n'y a pas le texte chinois non plus, mais la traduction, c'est la même traduction que dans la brique rouge. Voilà, et qui
et dans sa partie présentation du I Ching, contexte, etc., est très bien fait également. Donc voilà, Dominique, si tu m'écoutes, excuse-moi de ne pas avoir pris l'image de ton livre, mais il est très bien. Voilà. Il y en a d'autres aussi très bien, hein, voilà, mais il faut bien commencer par quelque chose, donc en voilà quelques-uns. Voilà, j'ai un peu débordé, je voulais tenir jusqu'à 7h30, j'ai un petit peu débordé, mais je suis maintenant tout à fait disponible pour répondre aux questions s'il y en a. Merci Eric, en tout cas, pour cet exposé complet, érudit et tout à fait. Enfin, j'ai appris plein de trucs, hein, pourtant, Dieu sait si c'est un sujet que je connais un petit peu. Alors, il y a une question posée par Laurence, hein, donc, qui concerne la ligne de temps, la frise temporelle que tu avais, la frise Oui, historique que tu avais dessinée. oui. Quand apparaît le Wen Wangua, donc Yiking taoïste, hein, sur la ligne du temps? Pose Alors, je Laurence. je peux pas répondre à cette question, mais certainement, certainement, je dirais pas avant les Han, c'est-à-dire que ça demande à ce que l'école taoïste soit. Je rechercherai, là c'est une colle qu'on pose, mais en tout cas, faut bien savoir que ce qu'on appelle taoïsme, enfin, ne s'est pas cristallisé au moment où Chuang-Tzu a vécu, hein. Vous savez que Lao Tzu a probablement pas existé, hein. C'est certainement un personnage composite qui reflète plusieurs écoles de pensée. Lao Tzu, lui, a existé, mais c'est le IIIe siècle de mémoire. Donc, les écoles taoïstes ont fleuri au moment des royaumes combattants. À mon avis, euh, enfin, je dirais pas avant les RAN. Donc, les RAN, c'est moins 200. Moins 200, plus 200. Alors, Nathalie nous pose aussi une question concernant la numérologie. Les chiffres 7 et 8 mis en lien avec les traits yin et yang ont-ils une signification particulière? Oui, il y a une symbolique numérologique. Alors là, l'expliquer maintenant, c'est trop. Ça nous mènerait trop loin, ça demanderait un peu de temps. En tout cas, donc, les chiffres ont une symbolique numérologique. Et d'autre part, il y a aussi comment dire, une explication graphique très simple pour arriver à ça. Alors là, je pense que je peux ouvrir un tableau blanc. Je pense que j'ai le droit. Oui, j'ai les droits. Donc, je vais juste vous ouvrir un tableau blanc pour vous. Ça ira beaucoup plus. Ce sera beaucoup plus facile pour moi. Pourquoi on est arrivé avec ce système de traits continus et discontinus? Le 7 s'écrit aujourd'hui Ah oui, alors il faut que je me mette sur un stylo. Le 7 s'écrit comme ça, hein, en chinois moderne, mais en chinois de l'époque, on va dire, il s'écrivait comme ça. C'est à peu près la même chose, mais très aplati. Et le 8, donc qui s'écrit comme ça, hein, bas, comme les bas de œufs, hein, il s'écrivait là aussi de façon très très aplatie. Et le 7 était en lien avec le yang, donc finalement il y a une espèce, alors je vois qu'il y a des gens qui promènent leur souris un peu partout sur l'écran, le 7 a fini par se simplifier en un trait continu, et le 8 a fini par se simplifier par un trait en trait discontinu. Voilà. Donc c'est de là qu'ils sont venus. Voilà, c'est une espèce de simplification à l'extrême du graphisme du chi et du bas, enfin du 7 et du 8 à l'époque. D'accord. Mm. Alors, Karine nous demande comment le yiking est-il perçu en entreprise, car j'imagine qu'en Asie, les dirigeants sont plus ouverts d'esprit qu'en Occident. Oui, Peut-être que tu peux peut-être déjà dire un mot sur comment est perçu le yiking là maintenant, parce que tu l'as un peu effleuré tout à l'heure, hein. Où est-ce qu'ils en sont là, et puis effectivement de la perception, et toi dans ta pratique en particulier. Voilà. Alors, le Yijing, il est surtout utilisé comme un recueil de stratégie. De là à dire qu'un manager, je parle de la Chine, hein. Après, je pourrais vous parler de ce que je vis au quotidien
en France, mais je pense, enfin, à ma connaissance, ils ne font pas de tirage de I Ching, mais ils l'utilisent comme une bibliothèque de sagesse, en fait, de sagesse stratégique. Un peu comme on peut utiliser les grands ouvrages de stratégie comme le Sun Tzu, enfin, l'art de la guerre et ce genre de choses, vous voyez. Alors, c'est pareil en entreprise en France, enfin, là, c'est plutôt mon propos. Moi, quand je dis j'apporte le I Ching en entreprise, bon, d'abord, j'ai développé des outils de facilitation ou d'identification des talents managériaux. Là aussi, je ne propose pas de tirage en tant que tel, mais par contre, comment comprendre un processus de changement, donc une conduite de changement, comment comprendre ou construire ou piloter un suivi de projet, par exemple avec la dynamique des 8 trigrammes, ça fonctionne très très bien. Enfin, c'est plutôt ça mon propos. Donc, c'est d'apporter cette grille de lecture de ces 8. Alors, moi, je travaille beaucoup avec les trigrammes parce que vous comprenez que 64, là, pour le coup, conceptuellement, c'est un peu, ça serait trop compliqué. Enfin, voilà. Donc, mais les 8 trigrammes sont pour moi, une bonne condensation entre la facilité et la finesse. C'est le bon compromis entre les deux. Et ça, voilà, ça fonctionne parce que on est tous en train de chercher finalement de nouvelles façons de poser un regard plus pertinent, plus dynamique, plus souple, plus pragmatique sur les difficultés de transition qu'on traverse et qu'on ne peut plus fonctionner comme on fonctionnait, et c'est notre conditionnement, je dirais, occidental, cartésien, en idéalisant des process et en voulant enfin, des process à 3 ans, 5 ans, et en voulant les déployer malgré toutes les vicissitudes, etc., etc. Donc, ça permet aussi d'apporter une approche beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus ancrée sur les réalités du vivant et donc plus puissante finalement dans, voilà, dans l'accompagnement du changement qu'on peut faire dans les organisations. Oui, effectivement, tu disais tout à l'heure que c'était des choses qui commençaient à être un petit peu transmises dans les écoles de management. Effectivement, bon, moi j'ai fait une école de commerce il y a 30, pas loin de 40 ans maintenant. Effectivement, on nous parlait, alors c'était très, très elliptique, hein, c'était vraiment, alors crise, c'est contraintes et opportunités. Donc ils revenaient sur l'idéogramme de crise, mais après Oui. c'était très… on n'en était pas à étudier le leaking, hein, je ne suis pas sûre que ce soit encore le cas. Alors, il y a une question de Valérie. Quel est le lien entre médecine chinoise et Yiking? Est-ce qu'on s'en sert comme aide au traitement? Alors, je sais que Cyril expliquait comment les trigrammes et le schéma du bagua étaient utilisés un peu comme talisman magique. Et c'est Cyril en particulier qui s'était fait glisser le truc dans la bande un jour où il s'était foulé la cheville. Hein, je me rappelle qui racontait ça. Après, est-ce que il y a est-ce que tu vois un usage thérapeutique au Yiking Alors, il y a plusieurs niveaux de réponse. Effectivement, alors les trigrammes en particulier, la tradition fait des correspondances entre les parties du corps et les trigrammes. Donc ça, c'est… Voilà. Après, les taoïstes ont des traditions enfin, il y a des formes de taoïstes qui ont des traditions de talismans. Donc là, je ne sais pas comment les choses se tricotent entre elles, si je peux dire. Mais alors, il existe des pratiques. Enfin, il y a par exemple un ouvrage qui existe en français qui s'appelle le Yi Ching thérapeutique. C'est pas Pampano. Pampano, c'est un sinologue, il est mort maintenant, mais enfin, c'est un nom qui ressemble à Jacques Pampano, mais c'est pas Pampano. Enfin, en tout cas, il y a des traditions. Moi, c'est pas du tout le Yi Ching que je pratique. Enfin, là, je sais pas comment se font les liens. J'ai le livre, mais honnêtement, je n'ai pas compris comment finalement se font les liens entre les hexagrammes, les parties du corps, etc. Et d'une certaine façon, enfin, là-dessus, moi, je ne suis pas très… Enfin,
il faut quand même se méfier de mettre le Yi Jing à toutes les sauces. Enfin, le Yi Jing, pour moi, c'est une cartographie énergétique. Donc, il y a peut-être des passerelles à faire avec la médecine. Maintenant, là, dire qu'on peut en faire un objet thérapeutique. Ouais, moi, j'ai un peu le même genre de réticence quand on parle d'usage des batzeux dans la médecine chinoise. Parce que c'est vrai que ça donne un potentiel de naissance, mais derrière, la médecine chinoise, elle prend aussi en compte là où la personne en est actuellement, y compris les émotions, son vécu, les parasites, les virus, la façon dont son organisme a géré, la façon dont elle s'alimente, la façon dont elle se comporte, ce qui fait que moi, je me méfierais un petit peu de trucs qui font trop un lien entre la maladie à un instant T, à 40, 50, 60 ans, et le potentiel de naissance. Je pense qu'il y a un petit souci. Alors, Batzeux, oui, pardon, Batzeux, Eric en a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est la technique qu'on pourrait nommer astrologie chinoise. En fait, Batzeux, ça veut dire 8 mots. C'est la trame énergétique d'une personne qui est liée à sa date de naissance, au moment de sa naissance. Un petit peu comme l'astrologie, en fait, mais qui donne vraiment une cartographie qui se décode à l'aide des 5 agirs, en fait, de la dynamique à l'intérieur. Donc, après, il y a peut-être des gens qui font des tirages Yi-King, effectivement, au moment de choisir un traitement. En tout cas, moi, ce que je peux dire, je l'ai fait une fois en consultation, mais c'était très particulier, mais je le refuse systématiquement. Moi, en tout cas, à titre perso, ça m'arrive effectivement de faire des tirages pour moi. Voilà. Voilà, qu'en est-il de tel syndrome, qu'en est-il de telle situation, qu'en est-il de tel soin, etc. Mais effectivement... Voilà, faire un tirage pour soi, bon, c'est une chose, mais oui, c'est ça. Voilà, j'embarquerai pas, entre guillemets, j'embarquerai pas un consultant dans un choix de traitement, par exemple, avec le Yi Jing. C'est quoi le genre de questions que tu as, toi, en consultation, si c'est pas c'est travail, amour et changement de vie. Oui, c'est un peu... forcément, je dirais en consultation Yi Jing, les personnes viennent quand elles sont confrontées. Quand tout va bien, on a a priori, on ne fait pas ce genre de démarche. Donc, soit des personnes qui, effectivement, connaissent un malaise ou une difficulté, soit dans leur relation de couple. Donc, on peut avoir des questions. Alors, moi, je ne suis pas là pour dire il faut divorcer ou pas divorcer. Enfin, le Yi Jing n'est pas là pour... Moi, je ne suis là pour rien. Je suis un passeur entre le Yi Jing et la personne. Mais c'est pas ce genre de questions. C'est plutôt de dire comment retrouver un équilibre, comment renouer un lien ou ce genre de choses. Et au travail, ça peut être effectivement des personnes qui sont dans des sensations un peu d'impasse ou qui prennent un poste aussi, donc qui peuvent vouloir être éclairées sur la meilleure façon de prendre place là où elles sont, ce genre de choses, oui. Voilà, moi, à titre personnel, forcément, quand j'étais salarié très longtemps, avant de me lancer en indépendant il y a 7 ans, j'ai fait aussi beaucoup de tirages, ne serait-ce que savoir si c'était le bon moment ou pas de partir. Enfin, voilà. Donc, Et après, c'est vrai que ce qui est intéressant quand on peut, tu parlais de la question, comment formuler la question. Et moi, c'est vrai que dans ma pratique, il y a la question qu'on pose du type qu'en est-il de telle situation, et on se rend compte après coup que des fois on se rend compte que la réponse qui est apportée, répond à une autre question, qui en fait est la bonne question qu'on devrait se poser à la place. Donc c'est assez intéressant de... Alors oui, c'est vrai, c'est vrai avec la pratique, et c'est vrai aussi avec le Yi Jing. Ça arrive, finalement, la réponse peut se placer à un autre niveau. Et comme tu le disais, c'est parfois le vrai sujet. J'ai juste un exemple pour donner un peu de concret à tout ça. J'ai une personne qui, une fois en consultation, s'interrogeait sur l'opportunité d'accepter un poste qui lui était proposé pour changer de travail. Et puis finalement, enfin, en cheminant sur la compréhension du tirage, ça lui renvoyait plutôt la façon dont elle prenait ses décisions en général. Oui.
Oui, ce qui est intéressant aussi dans la réponse, c'est de voir comment la réponse qui est apportée nous pousse à aller mettre des coups de projecteur dans des coins des coins obscurs qu'on n'a pas forcément envie de voir, en fait. Exactement. Et ça attire vraiment l'attention sur ah ouais, tiens, ah oui, c'est vrai, c'est pas idiot, peut-être que j'ai pas remarqué ça, ouais. Alors, Fabienne qui dit: je pense en effet que le yiking va à la priorité. Alors, pourquoi on dit yiking, yijing, c'est quoi la bonne c'est un choix de transcription. La transcription de l'École française d'Extrême-Orient, donc EFOE, qui n'est plus vraiment utilisée maintenant, mais traduisait le Dieu par un K. Et puis, la transcription Wade dans le monde anglo-saxon, c'est CH. Tu vois, Et alors, en pinyin, puisque, bon, malgré tout, c'est la transcription maintenant qui est la plus courante, enfin, c'est celle qui a été proposée par les Chinois dès les années 50. Ce son Dieu, il est proposé de l'écrire avec un J, tout simplement. Mais c'est toujours il faut essayer de le prononcer comme un T un peu mouillé, avec la langue qui vient toucher le palais, voilà. Donc, ce sera l'objet d'un autre atelier. Oui, c'était un de nos projets aussi de. C'était un week-end, hein, c'était pas un atelier. Sur un week-end, oui. C'est plus ambitieux, effectivement. Voilà. Les règles de base de la prononciation du chinois par le pinyin et puis l'écriture. Le flot se tarit. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez on n'est pas très nombreux, on peut peut-être remettre les. On est une quarantaine quand même, donc quand je dis pas très nombreux, ça va. Est-ce que c'est peut-être plus facile si vous voulez poser des questions peut-être par oral, hein. Vous pouvez peut-être remettre. Alors, ce que je peux faire aussi en attendant, c'est de vous mettre dans le fil de discussion mon programme de l'année prochaine, si ça vous intéresse. Au moins, vous aurez mes coordonnées. Alors, je fais faire ça tout de suite. Discussion. Non, c'est pas ça. Et pensez bien à le récupérer là tout de suite parce que voilà. Du coup, moi, demain, je vous prépare, je ferai le replay. Donc, du coup, je vous enverrai donc un lien, alors probablement Vimeo ou YouTube. Donc, sur lequel, a priori, il n'y aura pas besoin de mot de passe. Pardon, j'ai un chat. Mais du coup, je ne suis pas sûre de pouvoir vous joindre une pièce jointe. Donc, du coup, c'est mieux si le programme vous intéresse, donc de le récupérer tout de suite, ou éventuellement effectivement de contacter Eric, dont là, vous aurez les coordonnées dans le mailing qui partira demain, effectivement. Alors, il y a Laurence R, justement, qui posait une question. Avez-vous un programme plus avancé? Oui, de fait, dans ce que je propose, il y a des parcours d'initiation et puis il y a des parcours de pratique pour, voilà, pour des personnes qui comme Laurence le dit, sont plus avancées. Enfin, en tout cas, qui connaissent le Yijing et qui ont envie d'entretenir la flamme. Et puis, c'est aussi très important de partager, j'allais dire se rencontrer, bon, même si c'est en distanciel, en tout cas d'être porté par un collectif plutôt que de pratiquer tout seul dans son coin. Ça, c'est toujours précieux. Ce que tu partageais alors dans le témoignage que tu avais fait sur la formation, tu avais une expression qui était assez intéressante. Tu disais c'est un peu comme un musicien en fait, hein, effectivement, il faut pratiquer, mais quand tu pratiques, quand tu es débutant, tu pratiques comme un débutant, puis quand tu es un expert, tu pratiques comme un expert. Mais en tout cas, voilà, de rentrer dans une pratique, c'est vraiment des arts, tous les arts chinois de façon générale, si on ne pratique pas, si on les prend comme un objet culturel à regarder, en fait, il ne se passe pas grand-chose, en fait. Voilà, ça ne s'adresse pas au cerveau, hein, c'est vraiment toute la dimension énergétique, elle nécessite de la pratique, effectivement. Et c'est, je vois Céline qui sourit, et c'est vrai que quand on pratique, ce qui est intéressant, c'est que rien quand on fait le tirage, on se rend compte que ça fait bouger la situation, en fait. Rien que le simple fait
de poser les De poser la diagrammes. question. Alors moi, ça m'est arrivé 2 fois, c'est pareil, sur des années de pratique, mais 2 fois en consultation, finalement, qu'une personne vienne et le fait de cheminer sur sa question fait qu'on n'a pas fait le tirage. Hmm. Bon, alors c'est un peu contre-productif par rapport à mon discours sur le Yiding, mais néanmoins, c'est dire qu'une grande partie du travail se fait déjà Hmm. finalement quand la personne fait le chemin de recontextualiser. Enfin, bon, on est vraiment dans le coaching là finalement. Mais C'est ça. hmm. Bon, bah, du coup, d'autres questions, d'autres réactions? Est-ce que ça vous a plu déjà? Vous pouvez peut-être... ouais. Donc, passionnant, merci. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante, enrichissante. Moi, je trouve très intéressant ta dernière phrase, Eric, parce que Ouais. au final, ce que tu nous expliques à demi-mot, en tout cas que moi j'entends, c'est que dans ta pratique en entreprise, tu l'utilises bien plus que on peut le supposer, en fait. Oui, bah, d'abord, je vis avec. Alors finalement, Voilà, c'est parce la qu'il t'habite. façon dont je rentre en résonance avec ce Mm. que je vis. Forcément, le Yiding n'est jamais très loin. Et puis alors, bon, là je ne l'ai pas dit, mais enfin Céline, on fait le même métier aussi. Donc, il peut m'arriver en coaching en entreprise, enfin, mais là en coaching en face à face, de proposer un tirage à un coaché, bon, qui est OK, etc. Mais voilà. Et là, je fais vraiment du Yiding. Bon, il y a les gens qui viennent consulter comme en tant que particulier, voilà, mais je ne m'interdis pas non plus de l'utiliser avec un dirigeant ou un manager à un moment donné de son parcours de coaching. Voilà. Mm. Oui, en fait, c'est une boîte à outils. C'est un outil Ouais, qui rentre dans ta exactement. boîte à outils Mm, mm. et que tu utilises quand tu en as besoin, en fait. Voilà, et il faut que ce soit OK pour la personne, parce que Bien là sûr. aussi, on vient toucher, mais ça, on le sait quand on fait du feng shui, du badze ou du Mm. yiding, ou voilà. Voilà, tout le monde n'est pas forcément non plus complètement à Mm. l'aise Mm. avec ce genre de pratique. Donc, il faut aussi accepter ça, hein. Ça ne convient pas à tout le monde. Donc, Ouais, complètement. Mm. Donc, en tout cas, beaucoup de mots de remerciements. Donc, merci, Eric. merci à tous et toutes. C'est beaucoup plus Donc, féminin que alors, masculin, j'ai comme quand même souvent. encore une question. Ouais. Quelle est selon vous la place de la pensée chinoise aujourd'hui en France? Que ce soit le Yiqing, la médecine traditionnelle chinoise, Bazi ou Feng Shui. Alors, c'est une question pour tout le monde. C'est une question Ouais, collective, ouais, en voilà, fait. ouais. Donc, bon, qui veut commencer à répondre, du coup? Vas-y, peut-être. Bon, alors, sur le Yijing, alors, bon, effectivement, je dirais, je vis dans un environnement très marqué par le Yijing. Donc, on a l'impression que, je pourrais dire, la moitié des Français s'y intéressent. C'est certainement pas le cas. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est qu'il y a une école française du Yijing avec Cyril Javary, Pierre Fort. Enfin, il y a Schlumberger quand il était vivant, Dominique Bompé. Enfin, il y a une dynamique autour du Yijing qu'on a, à ma connaissance, pas beaucoup dans d'autres pays. Alors, il y a quelqu'un qui fait des choses très intéressantes aux Pays-Bas, en Angleterre aussi, mais aux États-Unis, c'est différent parce qu'il y a toute la diaspora chinoise, japonaise, donc c'est différent. Mais enfin, il y a quand même je sais pas, il y a une espèce oui, d'école française du Yiding, on pourrait presque dire. Donc, c'est quand même assez présent. La preuve en est, c'est que quasiment tous les ans, il y a un ouvrage qui sort sur le sujet. Donc, voilà, il y a quand même un mouvement. La médecine traditionnelle chinoise, quand même, c'est enfin, là aussi, peut-être que j'ai une vision biaisée des choses, mais il me semble quand même que c'était très répandu, y compris maintenant, ça rentre dans certains hôpitaux, etc. Enfin, Ouais. euh, Donc, il y a certains morceaux, effectivement, l'acupuncture est très popularisée. Alors, je crois qu'il y a des gens qui sont en formation dans une école de médecine chinoise. Donc, du coup, peut-être qu'ils ont un mot à dire là-dessus. Mais bon, après, il y a toute la question de la pharmacopée. Enfin, il y a différents morceaux, en fait, dans la médecine chinoise. Et la pharmacopée est, en théorie, interdite en France. Donc, comme l'herboristerie au demeurant. Enfin,
Après, pour ce qui concerne Bazi Feng Shui, je dirais qu'il y a eu… alors, je ne parlerai pas d'école française hein, sur ces domaines-là, mais en tout cas, il y a la personne qui m'a formée, qui écrit pas mal de bouquins, qui s'appelle Marie-Pierre Dillonzeger, et qui écrivent, enfin, qui commence vraiment à populariser ces techniques-là, plus Bazi que Feng Shui au demeurant. C'est-à-dire que Feng Shui, il y a eu un grand moment de diffusion dans les années 60-70, début des années 80, où c'était un petit peu dans la vague New Age. Hein, il y a eu quand même plutôt sur des formes simplifiées. Alors, il n'y a pas eu ce côté simplification en Bazi. Ce qui fait qu'on est d'emblée plus sur des techniques qui sont un peu plus proches on va dire, de la vérité, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, qui n'ont pas été perverties de la même façon, en tout cas. Après, c'est vrai que les techniques, c'est une chose, et il y a aussi beaucoup la posture de la personne qui les met en œuvre. Et ça, il y a beaucoup à dire sur le sujet. Alors, il y avait d'autres questions. Est-ce qu'il y a une différence, y a-t-il des différences entre les énergies d'il y a 3000 ans et celles d'aujourd'hui? Ça, c'est une question de Bénédicte. Oui, c'est une bonne question aussi. Avec une Moi, fuite. je pense pas, mais la lecture qu'on en fait, et ça répond aussi à une question que je vois passer qui est est-ce que cela change, et cela change-t-il la pratique Oui, c'est ça. Ouais, donc, pour moi, les énergies sont toujours les mêmes. Alors, c'est une conviction, hein, mais parce que les Chinois d'il y a 3000 ans, ils étaient faits de chair et d'os comme nous. Enfin, on est toujours sur la même planète, avec les mêmes molécules, etc. Simplement, on n'est plus au même niveau de conscience. Donc, et c'est ça qui est fascinant dans le Yi Jing, mais aussi certainement Bazi Feng Shui, mais dans le Yi Jing en particulier. Là, bon, quand je parlais d'école française du Yi Jing, c'était un bien grand mot parce qu'il y a aussi des gens qui se disputent. Enfin bref, c'est pas si réducteur que j'aurais bien aimé, mais bon, c'est autre chose. Mais la lecture jungienne, en particulier Pierre Fort, puisque c'est quand même mon maître, enfin je le connais comme tel, qui est très, très marqué par cette lecture jungienne. Donc vous voyez, on est dans une approche finalement, alors peut-être pas psychanalytique, mais en tout cas d'un ouvrage initiatique, au sens d'un ouvrage qui fait grandir, qui permet d'ajuster son rapport au monde. Alors c'est sûr que le rapport au monde des Chinois d'il y a 3000 ans, c'était l'élite chinoise, hein, c'était les rois, c'était les intellectuels, c'était pas les Chinois des campagnes, hein, donc là aussi, ne nous abusons pas non plus. Mais bien sûr, les conditions étaient différentes, mais on était, voilà, on a une grille de, comment dire, de représentation de l'énergie. Et en fonction du niveau de conscience et de notre environnement, bien sûr, on y apporte le regard qui nous est propre. C'est en ce sens où c'est universel, parce qu'on pourrait se dire, après tout, mais finalement, un dispositif comme celui-là, qui a 3000 ans et qui faisait sens dans la Chine du fleuve jaune, pourquoi l'utiliser au XXIe siècle en France? Ça peut paraître absurde, mais pas du tout. Mais enfin, alors moi, si je réponds sur le côté Feng Shui, par exemple, parce que ça c'est un reproche qui a été parfois dit, hein, c'est bah oui, mais les Chinois d'aujourd'hui, enfin, c'est pas les mêmes que ceux d'il y a 3000 ans, et puis nous, on n'est pas chinois, enfin bon, donc, et puis les Chinois, ils parlaient pas de télévision et d'avion et de choses comme ça, alors que moi, ce que je trouve assez fabuleux, c'est qu'ils ont construit un cadre, on va dire, théorique qui fait que on peut utiliser ce même cadre, là en l'occurrence je pense aux 5 éléments, 5 agirs et au yin-yang, et en fait ça s'applique absolument aussi bien à notre monde d'aujourd'hui qu'au monde de la Chine, que je suppose être le monde de la Chine d'il y a 3000 ans. Donc il n'y a pas de raison en tout cas c'est des outils qui s'appliquent en tout cas, y compris à notre monde d'aujourd'hui, quoi. Donc oui, effectivement, l'énergie, c'est universel, c'est ce que dit Laurence, effectivement. Alors, Laetitia qui dit « J'ai aussi vu des liens faits par des physiciens quantiques avec le Yi-King et la synchronicité selon Jung. » Je trouve ces parallèles extrêmement intéressants. Donc, oui, c'est effectivement, il y a beaucoup de choses
l'impression que ça bouge effectivement sur un C'est sûr. certain nombre. Alors, je ne suis pas du tout calé pour... mais de ce que j'ai compris, la physique quantique permet effectivement de comprendre ou de donner du sens à ce fait qu'il existe un champ d'information qui nous entoure, mais auquel on n'a pas accès avec nos sens. Et, oui, qui est le qui, Yiging en fait. particulier, par le processus et la synchronicité et le processus de tirage, nous permet d'accéder à ce champ d'information. Enfin, c'est le principe de la synchronicité. Finalement, c'est de dire la figure qui émerge n'est pas directement liée à moi, puisque je jette des pièces à un moment donné et que voilà, le lien n'est pas aimé. Et pourtant, ça fait sens. C'est comme ça que Jung, c'est ce qu'il a été amené à définir comme étant la synchronicité. Pas de relation de cause à effet, mais un sens qui émerge. Ouais. Ok, alors je vois qu'il y a des gens qui nous disent qu'ils partent là, donc est-ce qu'il y a plus de questions? Tout va bien? Plus rien à dire, hein. Donc, en tout cas, merci de vos petits mots de remerciement qui font plaisir. Hein, donc, merci beaucoup, et puis merci de votre attention à tous et toutes. Ce que je disais tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est plus toutes que tous. Il y avait des hommes. Bon, et les femmes sont plus ouvertes à ces sujets, c'est sûr. Merci à tous les deux. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Et puis merci Isabelle aussi encore pour avoir ouvert cette fenêtre. Je t'en prie. Bon, les petits bugs de démarrage, hein, voilà. Donc, encore nos excuses. On fera mieux la prochaine fois. Et puis voilà quoi. Donc, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée, en tout cas à tous, et puis vous dire à bientôt. En tout cas pour certains, ça c'est sûr. Hein, pour certains, dès demain, et puis pour d'autres, un autre moment. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée, une bonne continuation en tout cas. Allez, au revoir tout le monde. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Merci.